suis Dr Kone Brahma. Je suis enseignant-chercheur à l'université Peleforogon Coulibaly de Korogo et je suis chercheur associé au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire et chef du projet qui nous réunit ici aujourd'hui. Après 2 jours de travaux, quels sont vos sentiments? Alors évidemment, mes premiers sentiments sont des sentiments de satisfaction. Je pense que les objectifs qu'on s'était assignés sont globalement atteints. On a pu recevoir dans de très bonnes conditions nos invités qui sont arrivés de l'OMS de Genève, qui sont arrivés d'Abidjan et tous ceux qu'on a invités ici à Abidjan, le préfet de région, le conseil régional, la mairie, les communautés. Donc toutes les parties prenantes nous ont vraiment fait l'amitié et l'honneur de venir à cet atelier, répondre présent à l'atelier et participer aux échanges qui étaient prévus. Et donc nous partons véritablement avec un sentiment de satisfaction au regard des objectifs que nous nous étions assignés. On pense que les objectifs ont été globalement atteints. Docteur, parlez-nous à présent du projet pour quelqu'un qui habite le quartier Aossabougou, de façon simple. Alors, de façon simple, celui qui habite le quartier Aossabougou a dû remarquer, s'il est d'un certain âge, il a dû remarquer que de plus en plus, les saisons sèches deviennent longues et qu'au cours des saisons des pluies, tout est un peu mélangé. Au moins, les paysans attendent les pluies ne commencent pas à cette période. Après, on peut avoir des pluies très importantes, mais qui se concentrent sur une courte période et après une longue période sans pluie. Donc bref, celui qui habite n'importe où ici à Korogo, qui est d'un certain âge, a dû remarquer cette perturbation de la pluviométrie. Ça, c'est l'un des éléments les plus perceptibles de la dynamique des changements climatiques au niveau régional, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc pour ce citoyen lambda qui habite ce quartier, il doit donc comprendre que cette perturbation du régime des pluies, cette perturbation de la pluviométrie agit aussi sur toutes les maladies qui sont liées à l'environnement. Et donc, au nombre de ces maladies qui sont liées à l'environnement, on a le paludisme et les bilharzioses. Vous savez que le paludisme est transmis par un moustique. Ce moustique-là vit dans l'environnement. Ce moustique se développe dans les eaux stagnantes. Donc, quand il pleut, toutes les flaques d'eau qu'on a, quand on a des pneus usagés quelque part, quand on a des boîtes de lait ouvertes quelque part et qu'il pleut, l'eau qui rentre dans ces boîtes, dans ces pneus, les larves de moustiques se développent dans ces eaux-là et ce sont ces moustiques, les anophèles, qui transmettent donc le paludisme. Donc l'habitant de n'importe quel quartier doit savoir qu'au fur et à mesure qu'on a plus de pluie abondante, des inondations, des flaques d'eau partout, on a donc le risque d'avoir des espaces qui seront colonisés par les moustiques et donc on a le plus de risque d'avoir plus de moustiques et donc fort probablement une plus grande transmission du paludisme. Il doit comprendre ça. Quand on parle de la bilharziose est aussi transmise à l'homme par des mollusques, des petits escargots qui se trouvent dans les eaux, dans les points d'eau, au niveau des rivières, là où on fait les lieux d'agriculture urbaine, au niveau du barrage. Donc quand on a tous ces points d'eau et que les enfants vont s'amuser dans ces eaux, dans les rizières, nos parents qui vont au champ, qui font la riziculture, sont donc exposés à ces petits escargots à travers lesquels passe l'agent, le microbe qui donne la maladie, qui donne la bilharziose. Donc nos parents doivent donc comprendre qu'au fur et à mesure qu'on a plus de points d'eau, et que les enfants vont s'amuser dans ces points d'eau, et que les parents qui vont au champ, évidemment, sont en contact avec ces eaux, le risque d'avoir plus de bilharziose augmente. Et il est fondamental qu'on puisse donc comprendre dans le cadre de ce projet qu'est-ce qui contribue à augmenter la prévalence de ces maladies, qu'est-ce qui contribue à faire en sorte que ces maladies vont se retrouver beaucoup plus au sein de la population. Quand on a compris ça ensemble, avec la population, on recherche les solutions. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Nous avons fait 1 an et demi de recherche. Nous sommes allés auprès des populations. Nous avons essayé de voir qui était malade de la bilharziose, qui était malade du paludisme. On a essayé de voir ceux qui sont malades, comment ils se soignent. Comment est-ce qu'ils habitent? Où est-ce qu'ils habitent? Est-ce qu'ils utilisent des moustiquaires imprégnés? Quand ils sont malades, où est-ce qu'ils vont se soigner? Est-ce que le traitement du paludisme est gratuit pour eux? On a essayé de comprendre tout ça. Même chose pour la bilharziose. Qui sait c'est quoi la bilharziose? Est-ce que les gens savent vraiment c'est quoi la bilharziose? Est-ce qu'ils savent qu'il y a 2 types de bilharziose? Qu'il y a une bilharziose urinaire qui te fait uriner du sang, mais qu'il y a une bilharziose intestinale qui te fait émettre du sang dans tes selles.
Est-ce qu'ils savent ça? Est-ce qu'ils connaissent ces maladies? Nous avons documenté tout ça et nous sommes venus présenter les résultats. Et après avoir présenté les résultats, on a échangé avec toutes ces parties prenantes, avec tous ces partenaires. On a échangé sur quelles peuvent être les solutions pour faire face aux deux maladies. Après 1 an et demi de recherche, quelle est la situation du paludisme et de la bilharziose dans notre continent? Alors évidemment, vous l'aurez constaté, la prévalence actuellement de la bilharziose à partir de nos enquêtes tourne autour de 5-6%. Nous avons fait 2 enquêtes, une enquête de saison et une enquête de saison des pluies. Donc les prévalences observées tournent autour de 3,56% selon la saison au niveau de la bilharziose. Au niveau du paludisme, nous avons des prévalences qui tournent autour de 10, 11, 12%. Avec les tests TDR, donc les cas confirmés de paludisme lorsque nous sommes passés dans les ménages et qu'on a fait des gouttes épaisses, des frottis et qu'on a fait des confirmations avec les tests de diagnostic rapide, nous avons trouvé des prévalences qui tournent autour de 11-12% au niveau du paludisme. Ça montre que ces deux maladies sont effectivement présentes à Korogo. Mais ce qui a été crucial d'observer, notamment au niveau des bilharzioses, c'est une forte méconnaissance de la bilharziose. Encore que la bilharziose urinaire est mieux connue parce qu'elle fait pisser du sang. Donc ça apparaît déjà systématiquement anormal. Mais la bilharziose intestinale, qui fait émettre des selles, est très peu connue par la population et est souvent associée à d'autres types de problèmes de santé. Du coup, le recours aux soins, le traitement qu'on applique n'est pas le traitement adapté. Pour prendre un traitement contre la bilharziose, il faut bien savoir qu'on a une bilharziose. Quand on ne sait pas et qu'on a des selles par exemple dans son sang, on peut avoir tendance à recourir à d'autres modes de traitement qui ne sont pas les traitements adaptés. Alors, docteur, on note aussi que le projet est exécuté dans 2 pays de notre continent, à savoir la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Une explication? Alors, en Côte d'Ivoire, les deux maladies, principalement au nord de la Côte d'Ivoire, les deux maladies sont endémiques. Le paludisme et les bilharzioses sont endémiques en Côte d'Ivoire et dans notre zone d'étude, donc, qui est la ville de Korogo. En Mauritanie, les deux maladies sont épidémiques. Épidémique, ça veut dire qu'à un moment de l'année, à Kaïdi, au sud de la Mauritanie, vous n'avez pas de palu, vous n'avez pas de bilharziose. À un autre moment, quand on commence à avoir la saison des pluies, la mise en eau des périmètres rizicoles, vous avez le paludisme et les bilharzioses qui reviennent. Donc il est intéressant pour nous d'étudier les deux maladies dans des endroits où elles se comportent de façon différente en ce qui concerne la dynamique de la transmission. De telle sorte qu'on puisse voir dans des zones où la bilharziose et le paludisme sont épidémiques, quelle stratégie on peut mettre en place au niveau local pour peut-être arriver à éradiquer ces maladies. Dès lors qu'elles sont épidémiques, ça veut dire que si on arrive à contrôler les facteurs d'exposition qui déclenchent l'épidémie, on peut faire en sorte que l'épidémie ne vienne pas. Alors en tant que spécialiste, de façon simple, pour donner des conseils, il l'a dit à Ousabougou, si vous voulez donner aujourd'hui des conseils pour réellement réussir ce combat, quels conseils vous pouvez donner concrètement, simplement? Alors déjà, la première chose, lorsque nous allons parcourir les résolutions, vous avez vu que là, les différents groupes sont encore en train de travailler, en train de suggérer des résultats. Donc lorsque nous allons parcourir ces différentes propositions qui sont faites par les différentes parties prenantes, on arrivera avec des choses beaucoup plus acceptées de tous. Mais en ce qui me concerne à titre personnel, et ça c'est pour aussi vous dire que ce n'est pas parce que je suis chef de projet que ce sont mes propositions qui sont les plus bonnes. Les meilleures propositions sont celles, exactement, c'est celles qu'on confronte avec les parties prenantes elles-mêmes. Mais ce que je peux déjà dire aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, c'est déjà le déphasage qu'il y a entre la couverture estimée en termes de moustiquaires imprégnés, la couverture estimée à partir de la distribution des moustiquaires imprégnés et l'utilisation effective des moustiquaires imprégnés par les ménages. Il y a un gap à ce niveau. On est censé être à un niveau de distribution à 100% des moustiquaires imprégnés. Et évidemment, quand on échange avec les partenaires techniques, c'est le message qui est lancé, notamment le programme national de lutte contre le paludisme. Mais quand vous arrivez au niveau des ménages pour voir si ces moustiquaires imprégnés sont utilisés effectivement, vous constatez qu'il y a un gap. Certains moustiquaires imprégnés sont utilisés pour protéger les maraîchers, pour protéger des manguiers. Donc en définitive, il y a véritablement un message à passer au niveau des populations, mais pas seulement un message à passer au niveau des populations. Il faut chercher à comprendre pourquoi les populations préfèrent utiliser la moustiquaire pour protéger leurs choux, et carottes, je ne sais quoi, et leurs manguiers, que de se coucher sous cette moustiquaire. Et il y a des choses donc qu'il faut peut-être voir dans la manière dont on communique avec ces populations
Parce que l'objectif n'est pas de dire seulement ce que vous faites n'est pas bon, mais il faut comprendre pourquoi c'est fait, parce qu'il y a toujours une réflexion très rationnelle autour du comportement des populations. C'est nous, chercheurs, qui devons comprendre. Et si ce n'est pas bon, si tant est-il que ce n'est pas bon, parce que nous aurons compris, on va les amener à changer ça. Mais il faut d'abord comprendre, parce qu'il y a toujours une réflexion souvent très rationnelle derrière les comportements des populations. Donc il ne s'agit pas pour les chercheurs de venir de dire tout ce que vous faites est mauvais. Non, 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 c'est de bien observer ce qui est fait, de chercher à comprendre et à partir de la compréhension, de chercher à proposer des actions pour le changement de comportement. Alors je vais vous donner l'exemple par exemple de l'utilisation de la moustiquaire imprégnée. Les populations aujourd'hui ont la moustiquaire imprégnée, mais n'utilisent pas comme cela. Et je peux vous ressortir un des éléments qui nous a étonnés. Lorsque les moustiquaires imprégnés sont distribués, par exemple, les agents qui distribuent les moustiquaires conseillent aux populations d'exposer la moustiquaire à l'air libre à 2-3 jours avant de la mettre dans la maison afin de diminuer sa toxicité pour l'homme. Mais il est ressorti de nos entretiens menés par notre étudiant en thèse de socio-anthropologie, il est ressorti à travers ces entretiens que les populations perçoivent à travers ce message une dangerosité pour eux-mêmes dans l'utilisation de la moustiquaire. Donc du coup, alors qu'on leur donne des conseils pour dire il ne faut pas que le produit qui est là-dedans devienne un peu dangereux pour vous, ils perçoivent en ça quelque chose qui ne tue pas seulement le moustique, mais qui à la longue peut donner à l'homme lui-même des problèmes, peut causer pour l'homme lui-même des problèmes de santé. Mais est-ce qu'en réalité il est dangereux pour l'homme? En réalité non. On veut, je veux dire, le produit ne peut pas être, il n'est pas mortel pour l'homme. Et le fait de demander de le mettre un peu à l'air, c'est certainement pour réduire les teneurs en produits qui peuvent gêner au niveau de la respiration, mais nullement cela ne saurait être dangereux au niveau de provoquer une maladie ou même être mortel pour l'homme, jamais. Mais la manière de passer le message aux populations, si ce n'est pas bien expliqué, les gens perçoivent autrement. Donc il faut adapter le message. Ça, c'est vraiment l'une des choses que nous avons découvertes pour ce qui concerne spécifiquement la moustiquaire imprégnée et donc le paludisme. C'est l'une des choses que nous avons découvertes qui nécessite par exemple que les messages soient un peu revus. Et je peux vous dire, on en a parlé avec nos partenaires techniques, notamment le programme de lutte contre le paludisme. On en a parlé et on s'est accordé sur le fait que oui, il y a certainement peut-être quelque chose à revoir au niveau du message qu'on passe aux gens lorsqu'on leur donne les moustiquaires. Parce qu'en fait, nos parents, je veux dire, nos parents qui ne sont pas là à l'école, comprenez bien que quand vous qui êtes allés à l'école, vous venez vous asseoir devant eux, généralement ce que vous leur dites, c'est considéré comme parole d'évangile. Maintenant, quelle interprétation ils en font? Ça, c'est fondamental de comprendre l'interprétation qu'ils peuvent en faire et d'anticiper surtout les biais qui peuvent se poser. Donc voilà, pour cet exemple palpable-là, des choses auxquelles nous avons abouti à travers nos recherches, qui nous pensons peuvent déjà aider peut-être à réorienter ou à renforcer le message qui peut être donné aux populations en ce qui concerne par exemple l'utilisation de la moustiquaire imprégnée. Dès le début, je me réjouis, certains d'entre vous ici savent que dès le début, nous avons fait un atelier de lancement en juin 2014, vous aviez été conviés à cet atelier. Et depuis lors, nous avons toujours échangé avec nos partenaires, notamment les acteurs de la santé, la direction départementale de la santé. Nous sommes venus ici pour la collecte des données. Nous avons échangé avec la mairie, nous avons échangé avec la préfecture. D'ailleurs, il a fallu avoir des courriers d'autorisation de ceux-là pour pouvoir faire nos enquêtes dans les ménages, pour pouvoir aller dans les structures sanitaires, pour avoir des données. Donc, il a fallu avoir l'autorisation de tous ces partenaires et d'interagir avec les communautés. Mais en fait, pourquoi est-ce que nous faisons tout ça? Parce que si vous voulez faire une recherche qui contribue à changer les comportements de tous les acteurs à tous les niveaux, il y a des choses à changer à tous les niveaux. Il y a au niveau des communautés, au niveau des acteurs de la lutte, au niveau des chercheurs même que nous sommes, au niveau de toutes les parties prenantes, il y a certainement des choses à changer. Mais si vous voulez amener chacun de ceux-là à prendre conscience de ce qu'il ne fait pas de la meilleure des manières, il faut l'avoir associé à la dynamique. Et nous avons commencé cela depuis le début du projet. Alors après cet atelier, nous avons ensemble décidé de ce que nous voulons faire. Les actions qui ont été proposées, nous allons les prioriser. Parce qu'évidemment, nous n'avons pas de l'argent pour faire tout actuellement. Nous allons les prioriser. Les actions les plus urgentes que nous pensons peuvent être faites à court et moyen terme, c'est-à-dire à l'échelle d'une année, sont les actions par lesquelles nous allons commencer la 3e année.
Parce que ce projet se voulant un projet de recherche-action, nous avons fait 1 an et demi de recherche. Nous sommes en train d'analyser les données. Nous avons présenté les résultats préliminaires. La 3e année qui commence à partir de novembre-décembre 2015 sera une année d'action. Et c'est en cela que je vous avais invité, vous les hommes de la presse, à participer aux commissions. Parce qu'il s'agit maintenant, au-delà des reportages que vous faites déjà, qui sont bien pour passer le message, il s'agit maintenant d'asseoir une stratégie pour la 3e année dans laquelle les médias auront leur mot à dire, dans laquelle on pourra solliciter telle radio pour avoir des animations, des émissions avec les communautés. Et tout ça, nous avons besoin que cela soit budgétisé pour que la 3e année, chaque acteur puisse contribuer à lancer le message, en tout cas à se lancer dans la bataille contre ces 2 maladies. Dans des zones où les maladies sont endémiques, le programme aujourd'hui est en train le programme notamment de lutte contre la schisto veut lancer des dynamiques d'élimination de la bilharziose dans des zones où la prévalence est en deçà des 5%. Je veux dire qu'une zone comme Korogo pourrait être une zone pionnière. Donc nous déjà, si on arrive à mettre une bonne stratégie en place, peut-être qu'au niveau du palu, on ne va pas rêver à aller à l'éradication pour une zone comme Korogo, mais on peut imaginer qu'on puisse aider vraiment à réduire de façon significative la transmission de la maladie au niveau de Korogo en ce qui concerne le paludisme, et puis pourquoi pas rêver pour ce qui concerne la schisto, à lancer des dynamiques qui peut-être au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, mais en tout cas le plus tôt possible, peuvent aider par exemple à stopper la transmission au niveau de la bilharziose. Il suffit d'avoir une dynamique intégrée de lutte vectorielle et de traitement de tous les cas dans des zones où la prévalence est basse comme Korogo au niveau des bilharzioses, et on peut arriver à briser la chaîne et puis espérer arriver à une éradication, en tout cas ne serait-ce que temporaire, et puis essayer de poursuivre ça en luttant à la périphérie pour ne pas que la maladie soit encore réintroduite. Donc je pense qu'on a des raisons d'espérer. On a des raisons d'espérer, et je pense qu'avec toutes les parties prenantes impliquées, chacun jouant sa partition, vous les hommes de médias aidant, les ONG aidant, les pouvoirs locaux, on est heureux d'avoir toute cette implication du préfet de région, du maire, du conseil régional. Avec tous ces acteurs, on a des raisons d'espérer. Alors, les filtres que nous avons donnés rentrent dans cette même dynamique. Vous savez que la recherche est un processus sur le long terme, notamment la recherche pour le développement. C'est vraiment un processus sur le long terme. Nous avions déjà commencé ici à Korogo un projet sur l'adaptation des populations au changement climatique dans le secteur de l'eau et de la santé, de 2009 à 2012. Et dans le cadre de ce projet, nous avions prévu la distribution de filtres à eau. Les filtres ont été commandés, sont arrivés avec beaucoup de retard. Et c'est ces filtres qui ont été distribués cette fois-ci dans le cadre de ce projet qui n'est qu'une continuité du projet précédent avec un nouveau financement. Cette fois-ci, dans ce projet, nous ciblons 2 maladies cette fois-ci, le paludisme et les bilharzioses, qui sont des maladies liées à l'eau, mais toujours dans la dynamique du changement climatique. Donc, il nous a apparu cohérent de saisir donc l'occasion de cet atelier de restitution pour donner à titre symbolique un des filtres à monsieur le préfet de région. Mais les 40 filtres qui sont destinés aux ménages parmi les plus vulnérables de Korogo, on dira toujours parmi les plus vulnérables parce que trouver les ménages les plus vulnérables, voilà, c'est pas évident. Mais en tout cas, les ménages parmi les plus vulnérables, avec nos partenaires en place, avec nous-mêmes les enquêtes que nous avons faites, les échantillons que nous avons eus, on peut facilement ressortir les ménages les plus vulnérables. Mais évidemment, ce sera dans l'échantillon que nous avons enquêté. Mais cette base, déjà, on peut la croiser avec nos partenaires au développement, le préfet de région notamment, peut-être la mairie, peut-être l'ONG ARK, peut-être le conseil régional. Mais bref, il s'agit pour nous de cibler 40 ménages parmi les plus vulnérables, les plus nécessiteux en termes de besoins par rapport à de l'eau de qualité, à qui on donnerait ces filtres à eau pour que l'eau qu'ils ont dans leur domicile soit de meilleure qualité. Merci. Alors, nous avons fait 2 enquêtes, une en saison sèche, une en saison des pluies. Et pour chaque enquête, nous avions autour de 700 ménages. 700 ménages avec une taille moyenne de 6-7 personnes par ménage, ça vous fait autour de 4900 individus que nous avons enquêtés pour chacune des enquêtes. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.